Édition spéciale sur LCI, la France face aux flammes et ces images en direct d'LCI dans un hélicoptère qui suit l'A400M. Nous survolons la Gironde. Nous sommes avec nos invités, avec cette arrivée imminente de cet avion d'Airbus, ce couteau suisse qui va prêter main forte aux sapeurs-pompiers qui sont à l'œuvre. Vous savez que 200 000 personnes sont évacuées en Gironde et dans les Landes avec cette menace de ces incendies. Les renforts donc qui arrivent. L'A400M qui va répandre du retardant sur cet incendie en espérant pouvoir retarder, freiner en tout cas au maximum l'avancée des flammes, en tout cas la progression. Boris Vadiachev, vous êtes avec nous, vous êtes expert et architecte pour tout ce qui est infrastructure. Qu'est-ce que ça peut être l'impact de cette A400M? Qu'est-ce qui peut aider les pompiers? Quelle est la plus-value? C'est certain que ça va être d'un apport certain, puisque ça va permettre d'accroître en fait les moyens aériens sur cet incendie qui pour l'instant est très difficilement maîtrisable. Donc il est certain que ça va soulager le travail des pompiers. Maintenant, ça reste quand même un tout petit plus dans le combat que mènent actuellement les pompiers sur le terrain, de toute façon. Donc ça va pas changer si considérablement que ça les choses. Il faudra développer des moyens beaucoup plus importants face à la situation actuelle. Oui, c'est un peu la situation de la dernière chance. C'est expérimental pour l'instant. Oui, c'est ça. C'est la première fois que ce genre de dispositif est mis en place. Marianne Hesnaut, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste environnement. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce que la situation peut basculer avec ce déploiement de cet appareil hors du commun, j'ai envie de dire? Alors l'objectif ici, c'est d'aller attaquer le feu en amont, ce qu'a expliqué le ministre de l'Intérieur ce matin, c'est-à-dire au début du feu pour essayer de l'arrêter, de le contenir et pour qu'il ne se propage pas sur le reste du territoire. C'est un atout pour les pompiers qui sont sur le terrain. Les pompiers répètent aussi que le combat se fait beaucoup au sol pour lutter contre les flammes, mais ça va permettre, on espère, que le feu ne se propage pas davantage. On voit ces images, on vit ça en direct sur LCI, minute par minute. Je vous le disais, cet hélicoptère qui survole la Gironde, qui suit cet A400M qu'on attend un peu comme le Messie sur le terrain pour les pompiers, qui va en tout cas forcément apporter un réconfort aux pompiers qui sont sur le terrain. Professeur Megarban, vous êtes avec nous, merci d'être avec nous merci de m'avoir cet invité. Après-midi. Vous êtes avec nous aussi pour nous expliquer un petit peu les conséquences de la toxicité des flammes, toutes les conséquences que ça peut avoir aussi sur le corps humain. C'est aussi pour ça que le cran a été relevé d'un niveau. C'est que là, la situation devient critique pour les personnes qui sont alentour. On a dit 200 000 personnes évacuées, c'est pas pour rien. Oui, vous avez les risques pour les pompiers, c'est-à-dire ceux qui sont à proximité des flammes directement, et vous avez les risques des retombées de panache des fumées d'incendie à distance pour la population environnement. Donc il y a deux risques un peu différents, entre guillemets. Donc l'évacuation des populations à large échelle, c'est essentiellement pour éviter d'inhaler des fumées d'incendie à distance des feux. Pourquoi ? Parce que ces fumées contiennent deux types de produits. Des gaz toxiques, du monoxyde de carbone, mais aussi des produits d'hydrocarbures aromatiques, aussi donc qui sont un peu cancérigènes, du dioxyde de carbone, donc des gaz, mais surtout en fait des particules en suspension, et notamment des microparticules qui ont un diamètre de l'ordre de 2,5 à 1 micron. Et on dit la taille d'un cheveu, je crois. Ça peut être même inférieur, ça peut être même de 0,1 micron. Et donc en fait, ces particules peuvent flotter dans l'air et se disperser à plusieurs kilomètres du foyer d'incendie initial. Et eux sont essentiellement irritants des voies aériennes supérieures, donc irritants des muqueuses ORL et irritants de la peau. Donc si vous avez notamment une maladie respiratoire comme de l'asthme, de la BPCO, bronchopneumonie chronique. Toutes les personnes vulnérables doivent être évacuées en priorité, c'est ça? Alors voilà, vous risquez d'avoir une décompensation de votre maladie respiratoire. Mais évidemment, les enfants, les personnes âgées, les personnes avec comorbidité, les personnes fragiles sont aussi plus à risque que le sujet sain sportif. On voit justement, regardez les panaches de fumée, etc. Exactement. C'est pour ça que les FFP2 ont été distribués. Alors, on va dire, voilà, donc si vous devez respirer de l'air à l'extérieur de votre domicile, parce que vous n'avez pas le choix, parce que vous devez bouger, parce que voilà, à ce moment-là, si vous êtes fragile, il faut effectivement mettre un masque FFP2 qui a pour objectif de filtrer ces particules. Il ne filtre pas les gaz. Donc tous les gaz, eux, persistent. Mais en fait, les gaz sont essentiellement toxiques pour ceux qui s'approchent du feu, donc pour les pompiers.
Par contre, à distance, c'est essentiellement les particules, notamment les microparticules. Alors, il faut savoir que les masques FFP2 filtrent essentiellement des particules de plus de 1 micron. D'accord. Par contre, tout ce qui est plus petit n'est pas filtré. Mais en fait, les risques pour le corps humain d'une exposition aiguë sont essentiellement les risques des particules de 1 à 2,5 microns qui vont irriter les voies respiratoires. Par contre, les plus petites particules, elles, ont un risque, on va dire, à plus long terme, mais essentiellement un risque dû à une exposition prolongée. Et donc, ce n'est pas le cas ici. D'accord. Qu'est-ce que ça vous inspire Alain Mazeau, vous êtes climatologue, un chercheur émérite, je le rappelle, au laboratoire des sciences et du climat et de l'environnement. Quand vous voyez ces images, je vous disais, on survole la région, le département de la Gironde, on suit cet A400M. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Tout d'abord, on peut se féliciter de l'action des pompiers, de tous les services de protection civile, y compris cet A400M. Si vous voulez, suite aux épisodes de canicule, la végétation est extrêmement sèche. Et les pins, c'est inflammable. Donc, c'est pas une totale surprise. Oui, vous n'êtes pas surpris, oui. Voilà. Ce qui est quand même surprenant, c'est l'ampleur et la rapidité. Mais vu l'assèchement qu'il y a eu à cause des canicules précédentes, encore une fois, c'est qu'une demi-surprise. De cet ordre-là ? Ah oui, regardez, il y a 4 ans, il y avait eu des incendies déjà très importants du côté de la dune du Pilat. On n'était pas dans cette ampleur-là quand même. Hein. Là, en 48 heures, il y a eu quand même... Ça a été très vite. La progression a été très rapide. Bon, là, c'est pas fini, il faudra voir. Mais effectivement, ça va très vite et ça pose des problèmes parce qu'on est en été, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de touristes et heureusement, tout se passe dans l'ordre, sans panique, etc. Donc... surprise, pas totalement. D'ailleurs, il n'y a pas que chez nous. Il y a le cas de l'Espagne. Le Canada aussi. Le Canada, chaque année, là, ça retombe en quelque sorte sur la France et sur le sud-ouest. Surtout que le sud-ouest, en fait, vous avez des arrivées d'air chaud qui viennent d'Afrique du Nord et qui passent par l'Espagne, de l'air très chaud qui assèche effectivement la région. Les températures à Bordeaux ont battu des records, tout ça. Donc, dans le contexte du changement climatique, du réchauffement lié aux activités humaines, les gaz à effet de serre, c'est malheureusement pas très surprenant. Je voudrais qu'on aille retrouver Marion Buchet qui est avec nous en ligne, qui est experte aéronautique, ancienne pilote d'attaque. On suit sur LCI en direct, sur ces images. On survole la région de Gironde en suivant avec cet hélicoptère la trajectoire de l'A400M. Merci d'être avec nous. Expliquez-nous un petit peu comment est-ce que ça se passe, le déploiement d'un A400M. Qu'est-ce qui lui est demandé? D'où est-il parti? Quelles sont les missions qu'on lui demande? Alors, il faut savoir qu'on est dans une phase d'expérimentation puisque ce qui est en train de se dérouler là, dans des circonstances qui sont extrêmement exceptionnelles, n'a jamais été effectué auparavant. Les essais avec la 400M avaient commencé en novembre 2025, mais ils n'avaient jamais été employés en opération réelle. L'ampleur des événements qui se déroulent en Gironde a fait que les autorités ont décidé d'accélérer cette expérimentation. La 400M est également le déploiement avec un dispositif qui est accompagné par un dispositif extrêmement important de militaires sur le terrain. On a 1500 hommes déployés, on a un MRTT aussi qui est là en cas d'évacuation sanitaire. Pour revenir à la 400M, il est donc déployé. Oui, c'est un Airbus qui permet de faire soit du ravitaillement, soit aussi des évacuations sanitaires, donc qui a été déployé également dans le cadre des opérations en Gironde. Pour revenir à la 400M, donc il est déployé sur la base d'Istres. La phase d'expérimentation qui se déroule a pour objectif de valider l'emploi du kit qui a été développé par Airbus et qui permet de larguer 20 tonnes de retardant. Donc c'est pas de l'eau, mais qui va permettre, on l'espère, de retarder la progression du feu. Oui. On aperçoit justement au loin cet Airbus A400M. Expliquez-nous un petit peu plus en détail, justement, vous l'expliquiez tout à l'heure avec nous, Marion Buchet. Qui va piloter cet avion? C'est inédit en France. Et une autre question aussi, ce départ précipité, il y a eu... Expliquez-nous un petit peu, il y a eu un protocole qui a été précipité, mais on imagine bien que l'avion va voler quand même dans de bonnes conditions.
Oui, comme je vous le disais, la phase d'expérimentation a commencé en novembre 2025. Donc, on n'est pas sur quelque chose qui est sorti du chapeau le mois dernier. Airbus et les équipes du centre d'expérimentation aérienne militaire de l'armée de l'air, ils travaillent depuis plusieurs mois. Le largage aussi est quelque chose qui nécessite une importante formation. Les pilotes de la sécurité civile, quand ils rentrent, passent 5 ans avant d'être complètement formés et autonomes sur les missions qui sont les leurs. Donc là, j'imagine que comme pour tous les essais, on va prendre un petit peu des marges et puis voir un peu comment tout ça se comporte. Il y a déjà des essais en vol qui ont été réalisés, mais là, c'est la première fois qu'il va être utilisé en conditions réelles. Est-ce qu'on sait si il y aura un deuxième largage de prévu, ou est-ce qu'en général, il n'est utilisé qu'une seule fois ? Alors, on ne sait pas puisque ça n'a jamais été tenté. On est dans une phase d'essai, donc j'imagine qu'il va y avoir un débriefing de ce qui s'est passé, qu'on va voir si éventuellement il y a eu des problèmes ou si tout s'est passé correctement. Si tout s'est passé correctement, il est fort probable qu'on puisse envisager une reprise des vols assez rapide. Si on s'aperçoit qu'il y a eu des incidents, il est fort probable qu'on essaie d'abord de les résoudre. Mais de toute façon, la 400M, c'est une solution un peu d'urgence parce que de toute façon, il faut pouvoir revenir pour refaire le plein, à la différence des Canadair qui, eux, larguent de l'eau directement sur le feu et sont en noria autour du feu. Donc, vous avez quand même déjà entre deux vols un délai qui est lié au fait qu'il faille refaire le plein de retardants à proximité de la zone, mais qu'il faille quand même refaire le plein. Donc, on ne sait pas exactement quand le deuxième vol va se dérouler. Est-ce que justement les rotations des Canadair, des Dash sont suspendues en attendant que la 400M fasse ce largage ? Comment est-ce que ça s'organise ? Ça, je peux pas vous dire, mais le plus probable, c'est que vu l'étendue du feu, ils séparaient les deux. Parce que le feu est très étendu et du coup, je suis pas sûre que la flotte de 12 Canadair dont dispose la France, et en plus, on n'est pas sûr que les 12 puissent voler en même temps, mais je suis pas sûre qu'ils puissent tout traiter en même temps. Donc, à mon avis, le plus probable, c'est qu'ils ont mis les Canadair dans une zone, que les Canadair sont en train de traiter la zone la plus prioritaire, et que la 400M va effectuer son expérimentation sur une zone qui sera un petit peu moins prioritaire. Marion Buchet, merci. Restez bien avec nous. Comment ça se passe, les personnes qui ont été évacuées ? Ça veut dire que la zone là qu'on voit sur ces images, il n'y a personne ? Ouais, toute la zone a été évacuée. Sur ces images, on voit surtout très bien l'étendue du feu. Hier, on parlait d'un front de 15 km. On voit très bien ici. Voilà. Et là, on se rend compte de ce que ça représente, 15 km de front de feu à gérer, et un feu qui progresse très vite. Sur la 400M, on sait que l'armée possède 25 appareils de ce type. Et l'idée, si ce test est concluant, c'est que c'est un kit qui est installé sur cet appareil et qui pourrait être déployé sur d'autres appareils si ça a fonctionné. Après, il y a des enjeux parce que c'est un avion qui est très lourd, qui doit voler très bas. Sur les images. Voilà. Pour larguer son retardant, il vole très bas, donc il y a des enjeux. C'est pour ça que les pilotes ont été formés à ce vol spécifique. On le disait, donc on suit ensemble sur LCI ces images. On a vu en gros plan, regardez cet avion A400M qui a été déployé au-dessus de la région de Bordeaux. On est à Lacanau ici, une image en direct sur LCI. Boris Vediachev, on parlait tout à l'heure de repenser l'occupation des territoires. C'est une priorité. Quelle est la priorité absolue d'ailleurs ? Oui, bien sûr. Dans la priorité absolue, pour l'instant, c'est d'arriver à maîtriser ce feu-là et l'éteindre, ça c'est certain. Mais on pense déjà au coup d'après aussi. Alors, pour penser, par contre, il va falloir sérieusement qu'on fasse évoluer les choses en France et qu'on prenne d'arrache-pied. Alors, ça ne concerne pas seulement les incendies, mais tout ce qui concerne la prévention des risques en général. Ça fait déjà des années qu'on alerte tout le monde là-dessus avec le réchauffement climatique. Ça fait, comme je le disais tout à l'heure, Haroun Tazieff en parlait déjà dans les années 70. C'est franchement pas nouveau. On a tous les rapports qui le montrent. On savait prévoir ce genre de choses, ce genre d'incendie. Alors c'est inédit, c'est vrai, mais ça se trouve demain ou l'année prochaine ou dans 5 ans, on va en avoir un 2 fois plus gros, 3 fois qui sera encore moins gérable malgré des moyens supplémentaires de pompiers. Donc le seul moyen de réduire le risque, c'est notre adaptation. Et l'adaptation, alors aux inondations, aux feux de forêt, comme je le disais tout à l'heure, sur toutes les différentes façons qu'on a d'entretenir ces forêts, de créer des ruptures dans la continuité du combustible, de revoir le mitage pavillonnaire dans certains massifs. Il y a plein d'autres choses à faire. L'éducation des populations, on a parlé de ça aussi, la sensibilisation des gens. C'est tout un ensemble, c'est multicouche en fait. Et on a 970 km de côte en France à réadapter avec la montée des eaux, avec
avec l'érosion côtière, etc. On le voit très très bien. Donc il y a un énorme travail à faire. On a des départements d'outre-mer aussi, on a vu le cyclone Chido. J'y suis retourné il n'y a pas longtemps. Ils sont dans la même situation qu'il y a un an. Et donc on les a complètement oubliés. Plus personne n'en parle. C'est vrai qu'on a un sentiment d'impuissance face à l'ampleur de cette catastrophe. Mais il faut des politiques. Il faut une politique. Alors, on parlait du Portugal tout à l'heure, qui est un très bon exemple. Le bon élève de l'Europe. Ils ont considérablement, depuis 2017, parce que le terrible incendie qui a été dramatique au Portugal, duquel ils ont tiré des leçons pour pouvoir améliorer justement leur résilience face au risque incendie, il date de 2017. C'est pas si vieux que ça, c'est moins de 10 ans. Ils ont considérablement réduit le risque incendie dans leur pays, alors que c'était l'un des pays les plus exposés à ça il y a encore. Alors justement, regardez, je voulais juste on réagisse un peu à ces images. Ce que vous voyez là, cette végétation-là, justement, c'est une végétation qui est dangereuse, qui est inflammable. On évoquait ça tout à l'heure. C'est ce qui fait la différence. On voit que par exemple dans le Var, le feu qui aussi depuis quelques jours ne mange pas autant d'hectares parce que le terrain est accidenté, la végétation est différente. Il y a des plantes qui sont beaucoup plus résilientes à ce type d'incendie. Dans cette forêt des Landes, on a une monoculture de pins, on a des grandes allées de pins alignées sans aucune autre plante ou arbre hante. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est très inflammable surtout dans ces conditions de sécheresse, c'est très inflammable. Sans discontinuité, on voit tous ces pins maritimes, en fait, qui sont... c'est un combustible parfait. Il n'y a pas de barrière. C'est un cocktail explosif. De ça, quoi. Avec la sécheresse, avec le vent, c'est... on a eu une forte période de pluie qui, en plus, on a subi 3 canicules d'affilée après, ça a tout séché, avec en plus une végétation abondante, grâce aux fortes pluies du printemps, ce qui fait qu'on avait cette année toutes les conditions réunies de façon à avoir ce genre de situation. Professeur Megarban, on parlait tout à l'heure justement de la pollution des particules fines dont vous parliez tout à l'heure. Ça va mettre du temps tout ça à retomber. Alors oui, effectivement, tout va dépendre après des conditions climatiques. Comment les gens vont venir chez eux ? De l'importance... Alors en fait, on n'a pas d'expérience, je crois que c'est la première fois qu'on assiste à un incendie de forêt aussi important, aussi étendu. Donc on va attendre. Il y aura très clairement des prélèvements qui devront être faits, des prélèvements atmosphériques pour mesurer la densité des particules, la composition des gaz, pour effectivement donner les autorisations. Donc voilà, tout dépend à la fois de la météo, mais à la fois aussi des conditions actuelles du feu, c'est-à-dire quand est-ce qu'il va être maîtrisé, quelle en sera l'étendue, et jusqu'où ces fumées vont diffuser. Donc je crois que ça va être au jour le jour qu'on va pouvoir observer, puis pouvoir prendre des décisions quant au retour éventuellement des déplacés. Ça, c'est un autre volet très important de la prévention, c'est tout ce qui est santé. Voilà. Ça, tous les services de santé, hospitaliers. Et en fait, on ne parle que de la santé à court terme. Oui, en fait, il faut aussi savoir que tout ça aura des répercussions à plus long terme, puisqu'en fait, ces microparticules vont tomber dans l'eau des ruisseaux, dans les eaux souterraines, vont contaminer les cultures, et donc évidemment il y a des risques là aussi très mal évalués et très peu connus, mais c'est pas dénué de risques de santé pour la suite. Ouais, c'est une autre conséquence directe. On va retrouver Marion Bucher, vous êtes toujours avec nous, experte aéronautique, ancienne pilote d'attaque. Expliquez-nous un petit peu, là on est ensemble depuis tout à l'heure et on voit les largages, le premier largage de cet A400M. Vous êtes avec nous, on vit ensemble ces images. Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, on voit que les pilotes de l'armée de l'air démontrent leur capacité à pouvoir s'adapter et innover. Les pilotes de transport ont l'habitude d'évoluer à faible altitude, mais c'est vrai que le largage d'eau ou de retardant est quand même quelque chose qui est extrêmement spécifique. Donc là, on les voit pouvoir évoluer dans ce milieu-là. A priori, on est dans une phase d'expérimentation, donc ça va permettre de voir aussi comment se comporte la masse de retardant qui va être larguée, parce que on est sur du largage par la soute arrière, et donc il faut qu'on voit aussi comment le retardant se dépose au sol. Donc ça va être des enseignements extrêmement importants, je pense, pour les équipes qui sont mobilisées sur ces projets. Et encore une fois, c'est vrai qu'on focalise beaucoup sur la 400M parce que c'est une capacité assez innovante, mais faut pas oublier les 1500 militaires qui sont déployés sur le terrain aussi pour sécuriser notamment les maisons des gens qui sont partis. On a aussi des camions, des pompiers de l'air qui viennent en soutien des pompiers qui sont sur le terrain, des bus qui permettent l'évacuation, la mise en place de moyens de restauration de campagne,
des lits plutôt pour permettre aux gens de dormir aussi également. Donc tout ça, ça fait partie d'un important dispositif qui, à ma connaissance, n'a jamais été déployé par les armées pour venir en aide à la population dans ce cadre-là. Et donc, on est vraiment sur un dispositif assez important. Absolument, on en a parlé justement sur LCI. Justement, expliquez-nous un peu, Marion Buchet, ça peut durer combien d'heures, combien de temps, ce largage ? Pour l'instant, c'est vrai. Alors, le largage en soi, j'imagine que là, en plus, peut-être différentes approches pour essayer d'abord de voir un peu comme pour la veille, on a déjà fait des tests, mais peut-être aussi On a un petit problème technique avec Marion Buchet. On va vous retrouver dans un instant, professeur Megarban. Oui, je voulais juste rajouter qu'effectivement, on voit bien qu'on priorise aujourd'hui. C'est tout à fait justifié. L'urgence, c'est-à-dire éteindre le feu le plus vite possible, évacuer les populations et attendre que l'événement aigu se passe. Mais larguer des produits pour, on va dire, ralentir la progression des flammes n'est pas dénué de problèmes de santé au long cours également. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs ? C'est quoi les substances qu'il y a dans ces produits-là ? Organiques, volatiles principalement. Voilà, regardez, excusez-moi, regardez le largage en direct. On en parlait à l'instant, justement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs là-dedans, vous savez ? C'est des retardants, donc qui vont ralentir la progression du sang. Alors, c'est pas toxique en aigu, mais malheureusement, là aussi, ça va s'accumuler sur les végétaux, dans les eaux, dans les ruisseaux, et à plus long terme, on ne connaît pas les effets justement sur la santé. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus, et on ne connaît pas trop en fait les effets à long terme. C'est exact. On sait par exemple, il y a beaucoup d'oxyde de fer, c'est ce qui fait la couleur rouge. C'est comme un super engrais quelque part, ce qu'on balance d'ailleurs, et on sait déjà que alors ça retarde la pousse parce que ça met une couche sur les végétaux, donc ça empêche la photosynthèse. Je vous coupe, priorité au direct. On écoute Sophie Broca, la préfète de Gironde, sur LCI en direct. C'est un feu qui crée son propre vent et qui est donc immaîtrisable. Ça, c'est mercredi. Jeudi soir, il prend une importance plus forte. Il y a un phénomène il se projette ailleurs. Et puis hier, 17h, ça change de nature. Je l'ai dit hier, ça change de nature. Ça devient un phénomène inédit et jusqu'à ce jour pas connu dans notre pays. Puisque mais je vais donner dans un instant la parole au contrôleur général Vermeulen, ça devient un pyrocumulus nimbus qu'on appelle un orage de feu. Voilà, il va vous expliquer, vous montrer qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Cette situation qui nous a obligés à nous réorganiser extrêmement vite, à réorienter les secours, puisque ce nouveau feu très important était orienté sur un axe ouest-est, c'est-à-dire qu'il progressait vers la métropole de Bordeaux, et ça nous a conduit cette nuit à organiser l'évacuation de 8 collectivités territoriales aux abords de la métropole et dans la première ligne de la métropole globalement jusqu'à la rocade qui marque le début de la ville dense, et à évacuer au cours de la nuit 57 000 personnes. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont accepté de suivre nos consignes et qui ont accepté de partir. Nous savons que c'est compliqué. Ce qui porte le total des personnes que nous avons évacuées pour protéger les vies, puisque c'est notre première priorité depuis mercredi, à 167 000 personnes. Voilà, je vais tout de suite donner la parole au contrôleur général. Je ne sais pas si on peut projeter les données. Non, alors il va au moins vous expliquer ce qui s'est passé rapidement. Allez-y. Très bien, donc merci Madame la Préfète. Donc vous l'avez indiqué, mardi midi, un départ de feu qui en fait n'a pas été qui se passe dans un contexte de journée classée à risque très sévère. Ça veut dire que nous avions un maillage composé de 14 groupes d'intervention qui étaient prépositionnés dans le massif. Nous avions également, Madame la Préfète avait pris un arrêté pour classer en rouge
le risque au niveau du massif pour limiter les activités et donc les départs de feu. Donc une arrivée sur les lieux très rapide, et à la différence de tous les feux sur lesquels, depuis le début de la saison, sur lesquels nous avons pu les stopper très rapidement, celui-là a pris de la puissance beaucoup plus rapidement et était toujours actif le mardi soir et le mercredi dans la journée. J'ai déjà eu l'occasion de répondre à un certain nombre de questions. Quelle est la différence entre 2022 et cette saison? C'est qu'en fait, on a des feux qui sont encore plus dangereux et plus erratiques. Et notamment, une des caractéristiques qui se fait jour, c'est qu'en 2022, de manière générale, nous étions confrontés à des formes d'explosion des feux en fin de journée, pendant la journée, mais on avait des nuits qui étaient, je mets entre guillemets, relativement plus calmes et qui nous permettaient de faire un certain nombre d'actions. Dans la nuit de jeudi, nous avons eu, à la différence de 2022, une véritable explosion de ce feu le jeudi soir, et donc le jeudi dans la nuit, et ce qui nous a amené à devoir en pleine nuit réadapter complètement le dispositif, faire des défenses de points sensibles, alors même que nous ne pouvions pas bénéficier des moyens aériens, puisque la nuit, ils ne peuvent pas voler. Donc, vendredi matin, on avait pris une surface beaucoup plus importante et nous entamions la journée de vendredi avec des conditions, une nouvelle fois, très sévères. Nouveau facteur qui est intervenu, lorsque je fais une reconnaissance avec l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 33 vers 15h, la situation est défavorable, mais je dirais que nous sommes dans un schéma encore classique et normal d'incendie tels que nous les connaissons dans le cadre des massifs dans la zone des massifs des Landes de Gascogne. En tout cas, nous l'avons identifié à 17h45. Nous avons en fait un feu qui va passer en phase convective avec la création d'un pyrocumulus, avec la particularité, c'est qu'en fait, il a un front, une base de 20 km. Du fait d'un vent qui vient de l'ouest, il se dirige vers la métropole. Donc alerte par les sapeurs-pompiers de l'autorité préfectorale pour justement qu'il y ait les dispositions qui soient prises, notamment en termes de sauvegarde de la vie humaine, et donc un certain nombre de nouvelles évacuations qui doivent être prises rapidement par rapport à cette nouvelle situation. Mais la situation s'est encore dégradée, puisqu'aux alentours de 18h20, on observe que ce pyrocumulus est en train de se transformer en pyrocumulonimbus. Alors, c'est un phénomène qui n'a jamais été observé en France, c'est une première, et en fait, c'est une forme d'orage de feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce genre de phénomène est amené à générer des éclairs en amont de l'arrivée de ce pyrocumulonimbus, mais également de provoquer ce que la littérature appelle des attaques de braise. C'est-à-dire qu'il va générer des braises en nombre très conséquent qui vont avoir forcément des impacts sur la population, mais également sur les maisons, mais également sur un certain nombre d'installations. Raison pour laquelle vous avez eu une montée en puissance très rapide des évacuations, parce que autre facteur difficile, c'est que du fait de la difficulté de pouvoir localiser exactement ce pyrocumulonimbus, derrière on ne connaît pas non plus sa vitesse de propagation. Donc il était très difficile pour l'autorité préfectorale et pour les forces de sécurité intérieure et pour le SDIS de conseiller sur le cadencement des évacuations. Durant la nuit, ce pyrocumulonimbus s'est déclassé à la faveur d'une augmentation de l'humidité qui n'était pas forcément prévue dans les prévisions météorologiques, et donc au fur et à mesure il s'est déclassé pour revenir sur un feu un peu plus normal entre guillemets, mais toujours avec une certaine force. Nous avons travaillé avec Météo France sur
la caractérisation de ce phénomène. Donc je crois qu'il y a une fiche qui est jointe au communiqué de presse sur lequel vous aurez tous les éléments pour objectiver le fait qu'effectivement nous avons été confrontés à ce phénomène pour la première fois en France, mais qui fort heureusement s'est déclassé. Donc une fois que ce phénomène a été réduit, derrière ça nous a permis d'avoir une action au sol beaucoup plus importante que nous avons maintenue toujours sur une partie du département, mais que nous avons renforcée à l'approche de la métropole vers 3h du matin. Et au fur et à mesure pendant la nuit, un certain nombre de renforts nationaux avaient été envoyés et prépositionnés pour défendre la métropole. Comme le risque par rapport à la métropole s'écartait, nous avons ce matin déployer l'ensemble des renforts nationaux dont nous avions à disposition, soit au total aujourd'hui 1400 sapeurs-pompiers qui sont déployés sur le terrain pour traiter l'ensemble de la surface concernée. Voilà, Madame la Préfète. Merci beaucoup. Donc, en effet, ce feu reste dangereux. Nous sommes dans un épisode qui reste grave. Mais il a perdu un peu de sa virulence grâce à la baisse des températures et à l'augmentation de l'humidité et une partie de son caractère convectif. Mais il a changé de sens. Il a changé de sens puisque depuis ce matin, il est plutôt orienté sud-nord, ce qui a obligé là encore les sapeurs-pompiers à s'adapter très rapidement, adapter leur dispositif pour défendre la commune de Sainte-Hélène que nous avions déjà évacuée, mais aussi Lacanau, et donc une ligne de défense à la fois terrestre et aérienne a été installée. Il est possible, mais ça n'est pas encore avéré, je crois, Monsieur le Contrôleur Général, que le feu rechange de sens. Ouais, donc c'est fait à la mi-journée dans le sens ouest-est, donc de nouveau avec une progression vers la métropole. Donc nous avons bien fait, même si c'était désagréable pour les habitants, de les évacuer hier au soir. À la date à laquelle nous vous parlons, nous dénombrons 32 700 hectares brûlés. On a pensé à un moment que c'était 40 000 parce que le décompte avait été fait d'après une vision aérienne, mais les sapeurs-pompiers ont pu faire des reconnaissances plus précises. 32 700 hectares brûlés. On estime, mais c'est un bilan provisoire, qu'il y aurait 140 maisons détruites. Donc, ça a été dit, nous avons mobilisé tous nos moyens et nous avons été renforcés. Hier, après notre échange, nous avons eu à 22h une cellule interministérielle de crise présidée par le Premier ministre, avec l'ensemble des ministres du gouvernement pour que tout le monde et tous les ministères se mobilisent pour nous envoyer des renforts. Donc ils sont là ou ils sont en route pour venir. Donc 1400 pompiers au lieu de 750, 18 moyens aériens. On a aussi par exemple des Lipico qui nous ont été livrés par la DMD, 1882 sentinelles, 1700 forces de sécurité intérieure, c'est l'équivalent de 17 forces mobiles ou CRS, 500 militaires qui vont être portés à 1000, 24 équipes d'ambulanciers du service de santé des armées avec des infirmiers, mais je laisserai tout à l'heure le DGRS préciser le dispositif qui est mis en place pour permettre aux personnes dans les EHPAD, pour permettre aux personnes alitées à domicile d'être évacuées et d'être transportées soit dans un premier lieu d'accueil comme c'est le cas avec Bordeaux-Lac, soit directement dans des EHPAD ou des établissements qui auraient des places disponibles. Un avion pour évacuation sanitaire urgente si nécessaire. Et puis l'A400M, vous savez, l'A400M, ce très bel avion immense qui permet le transport des troupes de manière très réactive partout dans le monde, qui et ce sera la première ici, est arrivée pour pouvoir larguer du retardant, qui est cette poudre qui permet de faire
de retarder et de contrarier le feu. Donc c'est un moyen de lutte important. Et donc, peut-être que vous pourrez poser des questions au contrôleur général. L'idée de manœuvre, c'est plutôt de l'utiliser sur la ligne de feu du côté de Lacanau pour essayer de stopper le feu qui continue à progresser de ce côté-là. Pendant la nuit, nous avons aussi engagé des travaux de terrassement et des travaux de génie autour d'un certain nombre de sites sensibles pour créer des pare-feux, pour supprimer toute nappe végétale, pour ne pas donner des raisons au feu d'avoir là du combustible, aux abords de la métropole notamment. Et donc nous avons sollicité, grâce à la bénévolence des entreprises du BTP et grâce au régiment du génie, nous avons engagé la création donc de pare-feux autour de certains sites sensibles qui seront terminés en fin de journée. La Chambre d'agriculture de la Gironde dispose sur son site internet d'un formulaire qui s'appelle Lutte contre les incendies, et j'invite tous les agriculteurs qui très spontanément dans notre département, mais aussi en Dordogne, mais aussi en Charente, sont d'accord pour venir aider, et ça peut beaucoup soulager les sapeurs-pompiers, que les agriculteurs viennent avec leurs tonnes à eau alimenter au plus près du foyer les engins des sapeurs-pompiers, mais il faut que ça se fasse dans le bon ordre. Pourquoi ? Parce que c'est dangereux ce qui est en train de se passer. Donc il ne faut pas que les agriculteurs aillent n'importe où et se mettent en danger. Il faut aller au plus près de ce qui est utile pour les sapeurs-pompiers. Et puis enfin, nous ne tenons pas, pour la bonne circulation et la bonne tenue des axes, à ce que des convois de tracteurs arrivent sans que ce soit organisé. Donc ils sont des très bienvenus, nous les remercions, la main sur le cœur. Ils se sont portés volontaires pour nous aider, mais nous souhaitons que ce soit organisé, et donc il faut passer par la Chambre d'agriculture de la Gironde, et ce qui permettra d'échelonner les soutiens dans le temps. Et j'ajoute que le président du département de la Gironde a mis à disposition les bacs au Verdon pour permettre aux agriculteurs de Charente-Maritime qui le souhaiteraient de pouvoir passer avec leurs tracteurs. Je signale aussi que nous avons ouvert une cellule d'information du public qui répond aux questions des gens de 9h à 19h. Je rappelle le numéro de téléphone 09 70 80 90 40. Voilà, c'est une équipe de fonctionnaires qui peut répondre aux questions et qui peut nous faire remonter aussi les questions des habitants ou des citoyens, de sorte que nous puissions ensemble progresser et apporter les réponses nécessaires. Et puis pour ceux que la situation angoisse, parce que ça peut être angoissant, on est tout seul, on est isolé, on ne sait pas si on va être évacué. Pour ceux que la situation angoisse, et c'est légitime, enfin c'est en tous les cas compréhensible, je rappelle aussi que le directeur général de l'ARS a ouvert une cellule d'urgence médico-psychologique. Je rappelle aussi le numéro 0800 719 912. Je termine à deux voix avec le directeur général de l'ARS par les points de vigilance ce soir. Pour nous, les points de vigilance que nous partageons avec les sapeurs-pompiers et l'ensemble des forces de l'ordre, c'est que la menace reste très sérieuse. Il ne faut pas relâcher la vigilance. Je vais laisser la parole au directeur général pour qu'il puisse nous dire est-ce que ces fumées sont dangereuses ou pas ? Comment s'en protéger? En tous les cas, nous avons renforcé les points de contrôle et les capteurs pour analyser finement et de manière réactive prendre les mesures. Je serai amené à prendre un arrêté pour limiter les vitesses de circulation et réduire la pression de ces fumées. Voilà, je donne la parole au directeur général, puis je terminerai d'un mot pour répondre à une question qui nous est très souvent posée par les citoyens.
Merci Madame la Préfète. Donc pour tout de suite parler des fumées, donc on a l'expérience de ces fumées puisque les incendies en 2022 avaient les mêmes problématiques. Donc ces fumées sont assimilables à de la pollution atmosphérique importante, donc ce que l'on peut connaître dans d'autres circonstances que les feux de forêt. Et donc il y a des mesures de protection et notamment pour les personnes fragiles. La volonté c'est de ne pas aérer chez soi pour garder un air le plus pur possible chez soi et de ne le faire que quand la pollution est tombée. La pollution est très facilement repérable à l'odeur ou à la vue, donc on voit tout de suite quand les choses sont de meilleur augure. On a l'Atmo qui sur internet, sur son site, montre les seuils qui sont dans chaque département et dans chaque localité. Pour les personnes les plus fragiles, il est conseillé, s'ils sont soumis à ces fumées, de mettre un masque FFP2. C'est pour cette raison que la région a été alimentée avec des stocks stratégiques de 1,5 million de masques FFP2, plus 1 million supplémentaires qui arrivent de la région Occitanie, soit 2,5 millions de masques FFP2 qui vont être distribués aux pharmacies, aux CPTS pour les professionnels de santé, aux hôpitaux, bien sûr, qui vont aussi alimenter les pompiers, donc pour être sûr de ne pas manquer de masques pour les gens qui seraient soumis à devoir respirer ces fumées, et en priorité, bien sûr, pour les personnes les plus à risque qui ont des pathologies respiratoires. Donc, encore une fois, des fumées qui sont de l'ordre de la pollution atmosphérique. C'est pas des nuages toxiques au sens de création de pathologies directes par les fumées. Il faut bien sûr pas inhaler ces fumées pendant trop longtemps, mais les pompiers sont bien sûr les personnes les plus exposées. Enfin, pour revenir sur les évacuations, vous en avez parlé, Madame la Préfète. Jusqu'ici, les personnes fragiles évacuées ont été de 1500, entre ceux qui sont résidents dans les établissements médico-sociaux, les EHPAD notamment, mais aussi les personnes à domicile et des patients hospitalisés. Je rappelle qu'on a dû évacuer la clinique de Arès, donc 89 patients hospitalisés qui ont été évacués. Il reste encore un peu plus de 500 personnes à replacer. Sur ces 500 personnes, une bonne partie n'est déjà plus dans les zones à évacuer, mais dans les centres d'accueil qui sont hors des zones à évacuer. Mais bien sûr, ils ne peuvent pas y rester de manière pérenne. Ce sont des lits picots et des conditions qui ne sont pas tout à fait adaptées pour les personnes fragiles. Donc on est en train petit à petit de les replacer dans des établissements médico-sociaux ou dans des EHPAD. Et il reste encore quelques personnes à domicile et quelques établissements sur la dernière ligne d'évacuation que l'on continue à évacuer. Grâce notamment, et vous l'avez dit Madame la Préfète, à des transporteurs sanitaires, ambulances beaucoup plus nombreuses que ce que nous avions au début de l'incendie il y a quelques jours, avec des renforts de l'armée, que l'on remercie, des renforts des transporteurs sanitaires des autres départements et d'autres régions qui sont venus bien renforcer nos effectifs, et aussi des SAMU d'autres départements et d'autres régions qui sont venus renforcer avec des équipes SMUR, les équipes SMUR de Bordeaux, pour permettre de faciliter ces transports sanitaires. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Peut-être pour finir, avant de répondre à vos questions, vous dire que dans les points de vigilance que nous essayons de traiter le plus rapidement possible, pour nous, il s'agit de trouver des lieux où les personnes qui ont été évacuées et qui ont été recueillies dans des salles des fêtes à Bordeaux-Lac, et je remercie vraiment les élus qui ont été exceptionnels, qui se sont immédiatement mobilisés. Je suis frappée par le grand élan de solidarité, vraiment. Donc les 12 communes qui ont ouvert des lieux de repli. Pour les gens qui étaient en vacances, c'est une histoire différente qui peut s'écrire. On repart chez soi, on poursuit ses vacances ailleurs. Pour les gens qui habitent ici, en particulier tous ceux qu'on a évacués dans la nuit, au cours de la nuit dernière, sont leur résidence principale. Donc on ne peut pas imaginer qu'ils restent plusieurs jours de suite à Bordeaux-Lac, même si l'accueil y est très bien organisé, comme vous avez pu le constater. Donc il nous faut trouver des lieux de sortie, des lieux où on peut être installé mieux que sur un lit picot, où on puisse passer quelques jours. Voilà. Donc ça, c'est un travail que nous faisons. Nous recensons actuellement avec les élus l'ensemble des lieux, des internats qui sont fermés, le CREPS,
commerces, enfin voilà, les lieux qui pourraient accueillir des familles ou des personnes évacuées, parce que on ne rentrera pas chez soi tout de suite. On rentrera chez soi lorsque le feu sera fixé, que les sapeurs-pompiers nous diront le feu est fixé, c'est-à-dire il n'est pas encore maîtrisé, mais ça veut dire qu'il ne progresse plus. Donc le feu est fixé et si les conditions météo le permettent, sont favorables. Et ça, ce sera sur instruction de la préfecture, on donnera le top, on le fera dès que possible. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et il faut se méfier de ces épisodes de pluie dont on se dit nous voilà sauvés, comme ça a été ici le cas tout à l'heure, parce qu'il n'a pas plu sur le feu. Donc aujourd'hui, l'événement reste sévère et nous maintenons notre souhait d'évacuation et il ne faut pas que les gens retournent chez eux. Voilà ce que nous voulions vous faire comme point ce soir. Madame la préfète, le ministre de l'Intérieur a évoqué une situation d'accalmie à la mi-journée. Qu'en est-il à l'heure où on parle? Eh bien, on peut toujours parler d'accalmie. Comment vous voyez la suite de ce contrôleur général? Oui. Alors, effectivement, on peut parler d'accalmie parce qu'on n'est plus sur le scénario que je vous ai décrit hier. Maintenant, on est sur un feu qui reste encore puissant, mais surtout dans un contexte de massif qui n'a jamais subi un niveau de sécheresse tel qu'on le connaît cette année. Je rappelle que nous sommes que fin juillet et on a déjà battu les records de sécheresse de 2022 ou les records de sécheresse de 1976. Ce qui fait que les procédures, en tout cas le travail pour réussir à fixer le feu reste toujours difficile parce que d'autant plus que nous avons des vents qui sont changeants et qui viennent réactiver des bords ce qui était le côté du feu en fonction de l'orientation du vent, derrière va devenir le front de feu. Donc ça oblige vraiment à quadriller. Nous avons reproduit avec l'accord de Madame la préfète des coupes tactiques en complément des pare-feux qui ont déjà été évoqués. Un certain nombre de coupes tactiques ont déjà été achevées, d'autres vont être en cours. Et donc, au fur et à mesure, nous allons continuer à travailler dans cette voie. Une chose importante, ce sont les conditions météorologiques. Là, aujourd'hui, nous avons eu des conditions météorologiques un peu plus favorables par rapport aux températures et par rapport au niveau de l'hygrométrie. C'est encore le cas demain. Ça pourrait être encore le cas lundi, mais par contre, mardi, on repart sur des hausses de température. Donc ça veut dire qu'on engage au maximum les personnels le jour et la nuit pour le fixer le plus rapidement possible. La nuit, comment s'annonce la nuit, justement en termes de météo, humidité, pas humidité, possibilité de travailler comme vous aimeriez le faire, comment vous voyez les choses? Si les prévisions météorologiques sont conformes, on devrait avoir une nuit qui sera propice au travail. Hier, ce qui m'a frappé, c'est que les sapeurs-pompiers, à un moment, ont pu reprendre l'offensive. C'est ça qu'on veut faire. C'est trouver les moyens, les fenêtres de tir, les fenêtres de stabilité. Peut-être là, on aura eu 48 heures. Ça leur permet de reprendre l'initiative et de partir au combat contre le feu pour le faire reculer, pour le stabiliser, pour le faire reculer. Donc c'est ce qu'ils ont fait avec succès cette nuit. C'est ce qu'ils arrivent à faire. C'est encore difficile sur la Canou. Et donc voilà, il faut se réjouir si on a un peu de stabilité parce que ça nous permet de partir à la bagarre. Le feu, il est fixé, est-ce qu'il est en voie d'être maîtrisé? Non, il n'est pas fixé. Il n'est pas fixé. Ah ben non, c'est encore pire. Si vous voulez, il faut d'abord qu'il soit fixé pour qu'il soit maîtrisé. Là, il n'est pas fixé, donc il est encore moins maîtrisé. Pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est une question de jour maintenant pour que justement ce feu soit fixé. On est dans le comité.
c'est difficile de vous répondre parce que nos références, je dirais, sont bousculées par rapport, je répète encore, le niveau de sécheresse du massif. Ce qui complexifie encore et ce qui rend le feu encore plus éruptif et que le moindre espace qu'on va lui laisser dans le dispositif sur lequel on a du vent qui s'engouffre dedans, il va repartir de plus belle. Donc on est très vigilant, on essaie vraiment de le quadriller, que ce soit avec les coupes tactiques, que ce soit avec les pare-feux, que ce soit avec des actions au sol, que ce soit avec des actions préventives qu'on va effectuer avec des largages de retardants. C'est notamment ce qu'on a fait sur la route départementale de la Cano, sur lequel la 400M a été utilisée pour compléter cette barrière de retardant. On l'a fait également à d'autres endroits, pas avec la 400M, mais avec d'autres moyens aériens. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, une des approches, ça a été bien sûr de faire dès lors où on pouvait, on va au contact du feu pour essayer de le fixer, et sur d'autres domaines, on anticipe les mouvements, en tout cas les changements d'orientation du vent pour en fait contrecarrer et contrarier toute progression qu'il pourrait avoir dans un autre axe. C'est une question d'heure de jour avant la semaine prochaine, des conditions qui sont pas les plus favorables. C'est pour ça que dès aujourd'hui, ce matin, nous avons engagé l'ensemble des moyens que nous avions à notre disposition, et pour pouvoir anticiper la nuit, nous avons reçu d'autres renforts encore au niveau national que nous n'avons pas engagés immédiatement pour les rendre disponibles pour le travail de nuit. Je dois dire là que le gouvernement et l'ensemble des ministres sous la conduite du Premier ministre sont extrêmement bénévolents, acceptent, le préfet de police a accepté de se départir d'une partie de ses forces alors que le Tour de France va arriver. Enfin, tout le monde fait d'immenses efforts. En tant que préfète de zone de sécurité et avec le préfet délégué Marc Zarouati, nous veillons quand même à ce que les Landes, qui affrontent aussi un feu très sérieux, ne soient pas privés totalement de leurs moyens et qu'ils puissent aussi travailler. Mais franchement, je pense que si Marc dit demain au ministre de l'Intérieur, j'ai besoin de tant de pompiers pour relever mes gars qui sont fatigués, on les obtiendra. Voilà. En tous les cas, les moyens ne manquent pas et la mobilisation du gouvernement est totale. Est-ce qu'on a une idée des dégâts en termes économiques déjà sur la forêt, le maison, etc. Ça a été chiffré. Et deuxième question, il y a aussi beaucoup de consoeurs qui parlaient avec des pompiers qui étaient découragés, qui étaient épuisés. Est-ce que ça, vous sentez ça dans les troupes? Est-ce que c'est plus grave que dans d'autres épisodes? Et est-ce que peut-être il y a quelques centaines de pompiers qui vont pas être remplacés parce qu'ils n'ont pas pu la situation? Je vais répondre sur le premier point peut-être et laisser Marc Vermeulen répondre sur le second. Sur le premier, vous avez raison, c'est une question. Là, on est beaucoup dans l'urgence, enfin voilà. Mais il y a une partie des équipes de la préfecture qui travaillent sous l'autorité du préfet délégué à l'égalité des chances, et ça a commencé cet après-midi, à l'anticipation. Quel est le jour d'après? Donc le jour d'après, effectivement, il y a des impacts économiques, il faut qu'on puisse les quantifier et mobiliser tous nos outils qui existent, des exonérations de charges, des étalements de charges, de la médiation du crédit, etc., voire éventuellement la mobilisation de certains dispositifs de solidarité nationale. Nous verrons au fur et à mesure. Donc ça, ce travail, il est lancé avec les chambres de commerce, avec les collectivités. Après, c'est normal qu'au bout d'un moment, les gens soient découragés quand ils sont fatigués, mais c'est pour ça, je vais laisser Marc Vermeulen dire ce qu'il pense pour ses troupes, mais c'est pour ça que c'est important que le gouvernement nous envoie du relais. C'est parce qu'on a besoin à un certain moment de repos pour retrouver de la force et de la conviction. Voilà. Alors, sur les sapeurs-pompiers de Gironde. Alors oui, effectivement, les troupes sont fatiguées. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a une saison qui a commencé très tôt, donc puisque depuis début juin, en lien avec le niveau de sécheresse du massif, nous sommes très sollicités. C'est pas parce que les feux n'ont fait que quelques hectares que derrière ça n'a pas nécessité un travail, notamment un travail de prévention et de déploiement des effectifs dans le massif. Et puis surtout, mardi,
nous avons payé un lourd tribut en perdant 2 de nos camarades. Et malgré ça, les effectifs girondins ont répondu présent et se sont engagés. Voilà. Et vous engagez avec un tel niveau de risque, puisque je peux en attester, jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi, j'étais à leur côté. C'était une bataille. On avait déjà livré une bataille maison par maison pendant la journée sur la limite de périphérie urbaine de Lège. C'était pire la nuit, puisque nous avions des feux qui se projetaient en centre-bourg, qui se projetaient et qui se propageaient de première ligne de maison en deuxième ligne de maison, avec des risques énormes. On a un sapeur-pompier de Seine-et-Marne qui a été blessé avec une fracture ouverte de la cheville suite à une explosion de gaz. J'ai un de mes cadres qui en fait, de fatigue, a eu un accident également. Heureusement, il est blessé léger. Donc, je peux vous dire que, oui, effectivement, comme tout être humain, on peut avoir des coups de mou, mais en tout cas, au niveau de l'attaque, et quand cette nuit, il fallait retourner au charbon parce qu'on avait une fenêtre de tir, on y a été. Voilà. Oui, il peut y avoir une évacuation de la métropole. On n'en est pas du tout là. Voilà. Aujourd'hui, quelle est la direction du feu et quels sont les projets par rapport aux provisions météo, notamment aujourd'hui, c'est plutôt non, mais ça a changé dans l'après-midi, c'est revenu ouest-est. Voilà, c'est ça. Donc là, la direction du feu, ça... Bordeaux. Oui, mais ça va encore changer dans la nuit. Donc c'est la raison pour laquelle je vous expliquais que on est vigilant quasiment sur le 360 autour du feu. Voilà. Peut-être qu'on a une cellule de crise interministérielle avec le Premier ministre, donc on va quitter. Question pour les personnes qui n'ont pas voulu évacuer malgré les messages envoyés hier soir, qui sont peut-être dans des communes comme Saint-Médard par là-bas. Est-ce que vous avez un message particulier à leur adresser? La deuxième question sera par rapport à l'aéroport de Bordeaux. Est-ce qu'il reste ouvert? Que va-t-il se passer? Alors, l'aéroport reste ouvert et il fonctionne normalement. La seule chose qui pourrait éventuellement le gêner, c'est s'il y avait des fumées qui rendaient compliqués les atterrissages et les décollages, mais c'est pas le cas à l'heure où je parle. Pour ceux qui sont des récalcitrants, sans doute ne croient-ils pas à la menace. Et sans doute les photos que vous allez publier, puisque le contrôleur général les a joints au communiqué de presse, pourront leur faire prendre conscience mieux en voyant les choses que c'est un ogre et qu'ils mettent en danger leur vie parce qu'il peut aller très vite. Là, il est plus calme, il avance moins vite, mais il peut aller très vite. D'ordinaire, je parle sous votre contrôle, un feu il progresse d'1 km par heure, c'est ça? Un peu moins, 0,8, voilà. Alors, il y a quelques jours, c'était 5 km par heure. Il allait très vite, ce feu. Donc, voilà, leur responsabilité, c'est, à mon avis, d'écouter les conseils qu'on leur donne, de croire dans ce qu'on leur dit. On fait pas pour s'amuser, hein. C'est beaucoup de travail pour la police et la gendarmerie, d'accompagner toutes ces évacuations, pour l'ARS, d'équiper les sites en médecins, pour les élus, de trouver des lits, de nourrir, etc. Voilà. Et par ailleurs, la police et la gendarmerie font des contrôles et vérifient dans les villes évacuées, dans les communes évacuées, que voilà, l'ensemble des personnes sont parties. J'espère que non. Voilà, j'espère que non. C'est pas. Enfin, je décide des évacuations en anticipation pour pas les faire sous la pression des flammes, parce que les sapeurs-pompiers à ce moment-là ont autre chose à faire. Mais là, on a quand même 167 000 personnes en 3 jours. Vous voyez, c'est pas totalement incident, donc j'espère que ça va rester comme ça. Mais l'avenir le dira. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était la conférence de presse de la préfète de Gironde, Sophie Broca. Alors, il y a beaucoup de choses à retenir, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Vous voyez sur cette
ces infographies sur cette rivière sur la gauche de votre écran, les chiffres importants. On a parlé donc de 167 000 personnes évacuées au total, 5 700 rien que dans la nuit. Un feu très puissant, difficile à fixer, un feu d'une ampleur inédite. L'engagement du gouvernement est total, c'est ce qui a été dit par la préfète. 140 maisons détruites, 32 700 hectares brûlés et des flammes toujours à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux. Alors je salue le colonel Jérôme Boulanger, le porte-parole de la sécurité civile qui nous a rejoint. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, une question parce qu'il nous reste très peu de temps. À ce stade, colonel, quel est le principal défi des équipes de sécurité civile dans les toutes prochaines heures? Parce qu'on est dans l'urgence là. C'est assurer la protection des populations. Là, dans l'axe du feu, un vent qui a tourné. Dans l'axe du feu, de propagation du feu, c'est assurer la protection des populations, ce qui veut dire qu'il va falloir peut-être évacuer certaines personnes encore. C'est assurer la défense de points sensibles, ça c'est la deuxième priorité. Les points sensibles ? Point sensible, c'est-à-dire des habitations. Alors pour nous, une habitation, c'est un point sensible. Ça peut être à un autre endroit une industrie, un commerce, une zone d'activité, etc. Donc ça, c'est la priorité. Puis la deuxième priorité, la troisième, c'est bien sûr enrayer la propagation du feu par tous les moyens. Les moyens terrestres sont conséquents avec des techniques opérationnelles très particulières comme le feu tactique, comme la réalisation de zones par feu avec des bulldozers qui créent des langues pyrorésistantes pour éviter que le feu ne passe, ne se propage, avec un travail des moyens aériens qui est conséquent. Là, vous aviez quand même sur ce chantier en Gironde jusqu'à 18 moyens aériens pour lutter contre le feu, des renforts de sapeurs-pompiers qui sont encore arrivés aujourd'hui au centre de regroupement des moyens de Mérignac. Donc tous les efforts sont concentrés. L'État vraiment met le paquet sur ce feu, mais pas que sur ce feu, puisque le feu des Landes reste actif. Et celui du Var. Celui du Var, on parle moins de celui des Hautes-Alpes, mais il y a aussi un feu un peu plus compliqué dans les Hautes-Alpes. Donc nous sommes sur tous les fronts. La sécurité civile met tous les moyens terrestres et aériens pour enrayer la propagation de ces feux, mais notre priorité première, je le répète, c'est assurer la protection des populations. Une information, tiens, également, il faut savoir que cet A400M, cet avion militaire, il peut opérer la nuit, c'est une information importante malgré tout pour les soldats du feu qui sont sur place, contrairement aux Canadair et aux Dash qui eux sont cloués au sol dès que la nuit tombe. On va prendre la direction de Biscarrosse et retrouver Gaspard Bunel avec Julie Janus dans un camping abandonné en raison évidemment de l'avancée des flammes. Regardez. Nous sommes ici dans un camping entre Sanguinet et Biscarrosse et regardez derrière moi, ces tentes sont laissées à l'abandon. Un matériel de camping laissé à l'abandon par les campeurs parce que à quelques mètres de là, les flammes se sont rapprochées. Elles se sont rapprochées à quelques mètres seulement, obligeant tous ces campeurs à fuir, à évacuer de toute urgence. Regardez, le sol sur les images de Julie Janus est encore noir, calciné, il est encore très chaud. On voit ces panaches de fumée blancs, cette fumée qui est difficilement respirable. C'est pour ça que nous portons des masques avec Julie Janus et on voit les pompiers qui sont mobilisés pour tenter de calmer ces fumées blanches, d'éteindre les braises et d'empêcher toute reprise du feu. Des reprises du feu qui peuvent être augmentées, accrues par les conditions météorologiques qui se dégradent, un vent d'ouest qui s'est levé et qui pourrait emporter avec des rafales à plus de 45 km/h quelques braises et qui pourrait entraîner de nouveaux foyers. On entend également des Canadair dans l'air qui sont en train de larguer du retardant et de l'eau dans la zone avoisinant ce camping pour empêcher toute reprise de l'incendie. Alors pour l'heure, aucun habitant ne peut rejoindre son habitation à Biscarrosse. Professeur Megarban, on a vu depuis tout à l'heure ces panaches de fumée, ce largage de retardants de la 400M, etc. J'avais une question pour les gens qui arrivent, parce que le plan blanc a été déclenché en Gironde. Expliquez-nous un petit peu comment est-ce que ça s'organise, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les premières personnes qui sont reçues dans les services. Alors en fait, le plan blanc, c'est un moyen stratégique de crise sanitaire qui peut être déclenché soit par le directeur d'un établissement de santé, soit par le préfet au niveau du département et qui a pour but de permettre aux établissements de santé de mieux adapter leurs moyens logistiques et humains pour faire face à une situation sanitaire d'exception comme ici. Et donc effectivement, les hôpitaux qui ont déclenché le plan blanc vont pouvoir mobiliser des moyens, éventuellement arrêter par exemple certaines consultations non urgentes, redéployer des renforts vers les services d'urgence ou de réanimation pour pouvoir accueillir des patients. Là, je ne crois pas qu'il y a
de réelles victimes en nombre important. Par contre, effectivement, du fait du déplacement de population, probablement un certain nombre d'établissements d'EHPAD, d'établissements de personnes âgées, de personnes vulnérables, ont dû bouger ou ont dû être déplacés et donc peut-être accueillis dans ces établissements de façon préventive. Mais à ce jour, il n'y a pas de victimes réelles encore d'inhalation de fumée d'incendie, à part les quelques pompiers dont le cas a été rapporté. Donc ce sont des moyens préventifs pour faire face, mais actuellement on est essentiellement au déplacement de personnes. Je ne crois pas qu'il y ait d'afflux particulier sur les hôpitaux, mais les hôpitaux se sont dotés des plans blancs pour faire face à toute situation éventuelle. Oui, les précautions ont été prises. Marianne Hesnaut, qu'est-ce que vous retenez de cette conférence de presse ? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par la préfète de Gironde. Il y a eu beaucoup d'émotions aussi de Marc Meulen par rapport justement aux pompiers qui n'ont aucun répit, qui sont jour et nuit sur le terrain. Racontez-nous un petit peu. Je retiens surtout le vocabulaire. On nous décrit un ogre, un orage de feu, et le pompier a dit « on n'a jamais vu ça en France ». Donc on peut s'interroger comment on gère quelque chose qu'on n'a jamais vu, comment on se réorganise face à ce changement sans cesse. On a l'impression que chaque jour on nous décrit un nouveau type de feu. Il nous a parlé d'éclairs qui sont générés, des attaques de braise. Donc ça suppose effectivement une réadaptation des forces qui sont sur place à chaque instant. Et c'est ça qui est assez frappant dans ce qui nous a été décrit aujourd'hui. Colonel Boulanger, vous réagissiez ? Oui, alors c'est une situation vraiment exceptionnelle puisque là on bat de tristes records en surface brûlée, 98 000 hectares brûlés depuis le début de l'année. On dépasse les surfaces de 1976, on était en 76. C'était le record ? Comment ? 76, c'était le record ? C'était 88 000 hectares de brûlés. Là on est déjà... Une année de canicule, 76. Oui. On est au 25 juillet et ce sont déjà 98 000 hectares de brûlés. On n'a jamais déplacé autant de population en France depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est plus de 200 000 habitants finalement, parce qu'on a oublié que c'était 10 000 personnes évacuées dans les Pyrénées-Orientales il y a quelques jours. Là, rien que sur la Gironde, ce sont 167 000 personnes évacuées. Donc on voit que c'est une année inédite, une année exceptionnelle, avec des phénomènes qui ont été décrits par Marc Vermeulen, mais qui ne se sont pas produits, mais qui pourrait se produire effectivement avec ces nuages de feu dont il a décrit la possibilité. Donc on est vraiment dans des situations exceptionnelles. Mais nous, nos priorités restent toujours les mêmes. Il faudra bien sûr s'adapter, peut-être adapter nos moyens, mais nos priorités restent les mêmes. C'est vraiment en 1, la population, en 2, les sites sensibles, en 3, vraiment détruire cet ogre le plus rapidement possible et enrayer la propagation du feu. Les mots sont importants, effectivement. Alors, je voudrais qu'on aille rejoindre Thierry Magnon, qui est en ligne avec nous. C'est un habitant qui a été justement lui aussi évacué. Il est chauffeur de taxi. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui, Monsieur Magnon ? Expliquez-nous un petit peu. Comment est-ce que vous vous sentez ? On imagine évidemment que vous avez été contraint de plier bagages dans l'urgence. Absolument. Un peu bouleversé quand même par les événements. Alors rien de terrifiant non plus, mais oui, on a reçu ce message d'alerte, l'évacuation vers 1h du matin. Donc on le sentait venir en même temps, mais oui, on a fait notre petit baluchon et puis il a fallu qu'on quitte les lieux. Comment est-ce que vous avez évacué par vos propres moyens ? Ah oui. On n'a pas attendu en fait que quiconque vienne nous chercher, nous ait frappé à la porte. Nous avons reçu des messages, vous savez, de la préfecture, des messages officiels qui donnaient le top départ pour évacuer. Là, il s'agissait de 3 ou 4 communes, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Aubin, Salonne. Non, Salonne, c'était déjà fait. Je sais plus trop. Enfin, on était 3 ou 4 communes à devoir évacuer. Et on vous donnait des destinations précises pour... Pas du tout. Alors si, on nous a indiqué où il y avait le plus gros centre d'accueil dans le secteur, donc au niveau de Bordeaux-Lac, puisque moi, Saint-Omer, donc on est bien d'accord que c'est la périphérie ouest de la ville. Et mais bon, comme je suis d'ici, on a de la famille, on a des amis, donc il était tout à fait possible de se faire héberger. Et donc on est parti comme un peu des Romanos en pleine nuit, en cherchant un peu refuge. Colonel Boulanger, vous souhaitiez poser une question ?
Ce qui est intéressant avec le témoignage de monsieur, c'est de comprendre que les évacuations ont été faites par vagues successives. Ce qui montre bien l'organisation qui a été mise en place par la préfecture et par les communes, des vagues successives. Là, pas d'itinéraire indiqué a priori sur le message des faire alerte, mais lorsque c'est nécessaire, on précise sur ce message quel itinéraire emprunter si des fois il y avait du danger sur certaines routes. Et puis le lieu d'accueil, ça c'est fondamental, puisque là, monsieur a la chance de connaître des gens qui peuvent l'héberger. Ça n'est pas toujours le cas. Et là, les mairies ouvrent des lieux d'accueil. Les bénévoles sont là pour apporter de l'eau, de l'alimentation, voire des moyens de couchage. Et c'est quelque chose qui fonctionne grâce à cette grande solidarité, mais aussi à cette organisation qui, pour l'instant, n'a pas failli. Je rappelle que le bilan humain, le professeur parlait de quelques blessés, de quelques victimes, surtout du côté sapeur-pompier, mais finalement le bilan humain des populations, il est vierge de toute personne décédée. J'espère qu'il le restera, parce que c'est vraiment notre priorité absolue. Effectivement, ce sont les pompiers encore et toujours qui ont payé quand même un tribut, et on a senti l'émotion de Marc Vermeulen tout à l'heure qui a parfaitement évoqué le sujet. Je voulais vous poser une question, Boris Villakev, vous êtes avec nous depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette conférence de presse ? Est-ce que on a le sentiment quand même que la préfète nous dit la situation est sous contrôle, même si les feux ne le sont pas du tout ? Qu'est-ce que vous retenez, vous ? C'est ça que je retiens surtout, c'est qu'à chaque fois depuis hier, c'était la même conversation, c'est qu'on a toujours l'impression que dans son discours, ça paraît être sous contrôle, alors que ça ne l'est pas, pour l'instant. Donc on attend d'avoir là un petit peu de pouvoir maîtriser au moins, ça a fixé ce feu au moins déjà. Alors pour l'instant, il est toujours pas fixé, donc il y a quand même des inquiétudes, on le voit, donc il faut saluer le formidable travail qui est fait par toutes les équipes sur place. De toute façon, il y a qu'eux qui vont trouver une solution à ce niveau-là. Donc c'est un petit peu ce discours-là qui est un petit peu gênant. Enfin bon, elle fait son travail. De toute façon, elle sait, elle qui organise tout ça, qui chapeaute tout ça, avec tous les conseillers qu'elle a autour d'elle. Et il est certain que son travail est conséquent, particulièrement en ce qui concerne toute l'évacuation des personnes, etc. Donc son rôle est très important. Maintenant, ce discours, ça reste un petit peu pour la presse. J'apporterai un bémol à ce que vous dites, parce que pourquoi il y a on ne maîtrise pas et pourtant on n'est pas dans un sentiment d'inquiétude, parce qu'il y a un travail d'anticipation et la préfète l'a bien expliqué. À la préfecture, il y a des équipes qui travaillent sur les scénarios envisageables. La cellule interministérielle de crise qui se réunit à 18h sous la présidence du Premier ministre, toute la nuit, j'y étais la nuit dernière pour voir, toute la nuit, il y a des services de l'État, des officiers de sapeurs-pompiers qui travaillent en interministériel pour envisager les scénarios. Ce qui nous donne à penser qu'il y a des orientations plus ou moins favorables en fonction des conditions météo, mais donc il y a ce travail d'anticipation qui fait que nous ne subissons pas. Et l'État met tous les moyens, aussi bien en termes de lutte que d'anticipation, justement pour, même si aujourd'hui on ne maîtrise pas complètement la situation, on ne la subira pas et on fera tout pour protéger les populations. Merci beaucoup. Alain Mazeau, je rappelle que vous êtes climatologue, chercheur émérite au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. On a évoqué lors de cette conférence de presse aussi le jour d'après. C'est quoi ? Le jour d'après, moi, ce que je voudrais dire, je souscris à 100% à tout ce qui a été dit. Mais si vous voulez, le réchauffement climatique lié aux activités humaines fait que les événements extrêmes comme celui-là deviennent plus nombreux et plus graves, d'intensité de plus en plus forte. Donc, c'est absolument indispensable, et ça on le répète depuis fort longtemps, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'accentuer donc tous les efforts qui sont faits là-dessus. Il faut vraiment accentuer les efforts. Sinon, c'est un peu une course sans fin entre toujours plus de moyens et des événements extrêmes toujours plus graves. Oui, on a l'impression qu'on est toujours en retard d'un wagon. Si on veut modérer ces choses-là, oui, il faut faire davantage d'efforts sur la transition énergétique, sur la décarbonation des transports routiers, par exemple, mais aussi de l'industrie. Je ne dis pas du tout que rien n'est fait, mais je dis qu'il faut accentuer les efforts, alors que des fois, on sent un petit relâchement. Oui. Un peu de découragement peut-être aussi. Thierry Magnon, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous avez été évacué il y a quelques heures. Vous êtes chauffeur de taxi. Qu'est-ce que vous allez faire là dans les prochaines heures, demain ? Est-ce que vous savez, ou est-ce que vous vous attendez à quelques jours, quelques semaines encore loin de chez vous ? Vous avez des informations ? Quelques jours.
quelques jours plus tôt. Vous savez, bon, pour l'instant, on est dans le flou, hein. C'est le vague total. Bon, là, on voit les moyens de largage qui s'intensifient. On peut pas tout miser non plus sur ce fameux avion, mais ça va, je pense, amener du mieux. Le taux d'hygrométrie, là, il est tombé de l'eau tout à l'heure. Donc, le taux d'hygrométrie a dû remonter un peu. Ça va aussi, je crois, contribuer à une amélioration. Mais là, pendant quelques jours, ça va être un stand-by. Alors bon, je serai en capacité de travailler. J'ai d'ailleurs du planning un peu pour lundi. Là, ce week-end, il n'était pas prévu que je travaille. Petit détail d'ailleurs, nous étions invités à un mariage aujourd'hui qui devait avoir lieu, la cérémonie devait avoir lieu à Blanquefort, qui est limitrophe du Taillan et de Saint-Dié, c'est très proche, et a été annulé. La cérémonie, les festivités, tout ce qui s'ensuit. Ouais. Donc là, écoutez, c'est le flou. Voilà, je ne sais que vous dire de mieux. On va s'adapter à la situation. J'aimerais revenir juste une seconde sur justement les alertes évacuation qui, je trouve, ont été menées vraiment admirablement. On était déjà prévenus un peu auparavant que nous allions recevoir le message de top départ et c'est arrivé ça juste après la fin de l'évacuation de Salonne qui est juste derrière chez nous, hein, à vol d'oiseau, il y a quelques kilomètres à travers les pins. Et une fois que ça a été terminé, donc il était à peu près 1h du matin, et c'est là qu'on a Merci beaucoup. On vous souhaite le meilleur, Thierry Magnon. Merci beaucoup pour ce témoignage. On espère que vous allez pouvoir rentrer rapidement, regagner très rapidement votre domicile. Alors vous l'avez suivi en direct avec nous, avec tous nos invités ici, cette première opération de l'A400M, ce premier largage, cet avion de transport de l'armée qui est arrivé en renfort sur le front des violents incendies en Gironde, Camilla Campuzano. Et oui, il est capable de larguer 20 000 litres d'eau ou encore du produit retardant le feu. Un soutien peut être décisif face à ce feu jugé particulièrement difficile à fixer. L'incendie dans le sud-ouest progresse de façon impressionnante. Déjà près de 40 000 hectares brûlés, 140 maisons détruites et près de 200 000 personnes évacuées. À ce feu exceptionnel, des moyens exceptionnels. 500 militaires supplémentaires, soit un total de 1500 sont déployés aux côtés des pompiers. Leur mission, l'évacuation des populations résidant dans les zones menacées, mais aussi contribuer à la protection des habitations, précise le ministère des Armées. Des renforts décidés hier en cellule de crise, tout comme l'envoi d'1,5 million de masques FFP2, puisque les fumées sont particulièrement toxiques. Et nouvelle réunion interministérielle imminente. La situation, vous l'avez compris, est surveillée de près, alors que les autorités locales alertent à l'instant. Même si l'incendie a perdu un peu de sa virulence, la menace reste très sérieuse, et notamment à proximité de Bordeaux. Écoutez. Ce nouveau feu très important était orienté sur un axe ouest-est, c'est-à-dire qu'il progressait vers la métropole de Bordeaux, et ça nous a conduit cette nuit à organiser l'évacuation de 8 collectivités territoriales aux abords de la métropole et dans la première ligne de la métropole globalement jusqu'à la rocade qui marque le début de la ville dense. Voilà, Sophie Broca, la préfète de Gironde. Vous avez suivi en direct cette conférence de presse. Merci beaucoup Camilla Campuzano. Merci beaucoup à vous, tous nos invités qui étaient sur ce plateau. Alain Mazot, climatologue, Marianne Hainaut, journaliste environnement, Boris Velachev qui est avec nous, qui est resté avec nous 3 heures. Merci beaucoup à vous, architecte, ingénieur, expert en risque majeur, et le professeur Megarban. Tout de suite, Quentin Bérichel avec LCI Direct qui continue. Édition spéciale sur LCI.